présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et bienvenue sur Radio Classique et Public Sénat. Nous recevons ce matin Elisabeth Guigou. Bonjour. Bonjour. Députée socialiste de Seine-Saint-Denis. On va vous interroger avec Michael Zamès. Bonjour. Alors, on commence par l'actualité immédiate. La journaliste du Figaro, Edith Bouvier, et le photographe William Daniels ont enfin pu quitter Homs. Ils sont arrivés au Liban. Ils sont actuellement sous observation dans un hôpital à Beyrouth. On ne peut que s'en réjouir. Mais sur le terrain, on voit que l'armée syrienne a durci ses positions, a repris un quartier rebelle à Homs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un départ de Bachar al-Assad n'est pas en train de s'éloigner? Bon, d'abord, moi je me réjouis avec vous, évidemment, que Edith Bouvier soit en sécurité maintenant, qu'elle soit sortie de cet enfer. Le régime syrien, il est de toute façon condamné. Même s'il y a une victoire des forces gouvernementales, Monsieur al-Assad ne pourra pas échapper à la condamnation internationale. Il faudra que la Cour pénale internationale se prononce sur les massacres qui ont été perpétrés. Voilà. C'est ce que la France demande. D'ailleurs, nous soutenons les efforts de la diplomatie française et nous disons que nous soutenons les efforts du ministre des Affaires étrangères. Il faut être plus ferme avec la Russie et la Chine? Écoutez, nous disons ce que nous avons à dire. Je pense que... attendons de voir ce que vont donner les élections en Russie. Parce que ça peut changer la donne. Espérons, en tout cas. Revenons un petit peu sur la campagne et hier, ce qui s'est passé à Bayonne. Nicolas Sarkozy a été très chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Les militants PS ont-ils eu tort de participer aux manifestations aux côtés de ces militants basques? Écoutez, François Hollande a dit hier soir à Lyon, nous condamnons tout ce qui est violence. Voilà. Verbal, bien sûr, et à plus forte raison physique, qui n'ont pas lieu d'être dans une campagne qui doit tourner autour du débat d'idées et de la confrontation des projets. En même temps, les termes employés par M. Sarkozy sont absolument inacceptables. Alors on les rappelle, il a accusé François Hollande d'avoir échauffé les esprits de la base en annonçant l'épuration à la tête de l'État. C'est absolument... dans la bouche d'un président de la République, c'est absolument consternant et c'est même extrêmement choquant. L'épuration, c'est plusieurs milliers de morts. Mais où est-on? Alors ça renvoie... M. Sarkozy perd ses nerfs. Voilà, M. Sarkozy sent que sa campagne ne prend pas, que son entrée en campagne, on allait voir ce qu'on allait voir, on allait massacrer à la tronçonneuse, parce que quand même c'est ça qu'on disait dans son entourage. Il s'aperçoit que ça marche pas, que ces annonces à répétition, qui ne sont que du recyclage de choses qui ont déjà été annoncées, par exemple sur Florange. Et par conséquent, oui, il perd ses nerfs, il perd la maîtrise de soi, alors qu'on attendrait d'un président de la République, qui est encore en exercice jusque, en tout cas, au mois de mai, on attendrait de lui qu'il se maîtrise, qu'il maîtrise son langage, qu'il maîtrise ses réactions. Michael Zamès. Quand vous dites Nicolas Sarkozy perd ses nerfs, est-ce que c'est aussi une façon peut-être de croiser le fer pour essayer de croiser les courbes également, la politique de l'attention dans cette... Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que M. Sarkozy, d'abord, fait preuve de beaucoup de mauvaise foi. Que ces expressions, là, hier, renvoient à ce qu'il y a de plus détestable dans sa personnalité, à des écarts de langage qu'il a eu dans le passé, et qui montrent que... Donc vous dites qu'il n'a pas changé, finalement? Écoutez, il essaye de faire croire qu'il a changé, il n'arrête pas de le répéter, mais manifestement, c'est pas le cas. On attend d'un président de la République... même s'il est candidat, à plus forte raison, puisqu'il est candidat au renouvellement de son mandat, de prendre de la hauteur, de présenter un projet. Nous attendons toujours. Je n'ai pas vu de projet de M. Sarkozy, je n'ai vu que des coups, des effets d'annonce, qui d'ailleurs sont des tuyaux crevés. Son annonce sur Florange, c'est du pipeau. C'est du recyclage, c'est 17 millions de choses qui ont déjà été annoncées, qui sont déjà dans les tuyaux, qui n'ont rien à voir avec la réouverture possible, espérée, des hauts fourneaux. On se moque de pauvres gens qui ne savent pas s'ils vont pas être au chômage et tout perdre d'ici à quelques semaines ou quelques mois. Vraiment, tout ça est parfaitement... Mais vous n'avez pas l'impression qu'on a assisté quand même hier à un tournant de la campagne? Quelque chose s'est passé hier? Écoutez, s'il y a tournant, c'est que nous avons affaire, en effet, à un président de la République qui ne se montre pas
à la hauteur ni de ses fonctions actuelles, ni de celles qu'il espère encore avoir pendant 5 ans. Elisabeth Guigou, est-ce que François Hollande n'aurait pas pu condamner quand même ces débordements François Hollande a dit ce qu'il avait à dire. Mais plus clairement. À demi-mot quand même. Nous condamnons, et nous le disons, et tous les porte-paroles le disent, et François Hollande a été très clair hier, nous condamnons les violences verbales et à plus forte raison physiques. Ça n'est pas admissible dans une campagne. Nous ne voulons pas de ces dérapages. Est-ce que des militants socialistes ont dérapé sur ce cas précis? Attendez, mais on a le droit de manifester aussi. Quand même la liberté d'aller et de venir. Et je vois une dépêche ce matin du maire UMP de Bayonne qui dit qu'il avait déconseillé à M. Sarkozy d'aller dans ce qu'on appelle le petit Bayonne, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup d'effervescence à cause des militants. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il cherchait la confrontation? Mais je ne sais pas. Mais enfin, voilà, ça c'est le maire UMP de Bayonne qui dit ça. Donc, on condamne les violences. Deuxièmement, on a le droit de manifester. Troisièmement, nous voulons nous placer sur le terrain des idées et de la confrontation des projets. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a qu'un seul projet, c'est celui de François Hollande, qui l'a rappelé hier. Celui de Nicolas Sarkozy, nous le cherchons toujours, n'est-ce pas, avec notre lanterne, là, et nous ne voyons rien venir. Alors peut-être parlons du fond et des propositions de François Hollande et revenons aussi sur une des propositions qui a fait beaucoup de bruit cette semaine, celle de taxer à hauteur de 75% les personnes qui gagneraient plus d'1 million d'euros. Est-ce que vous pensez, par exemple, ce que disent les footballeurs, où ils pensent que François Hollande va trop loin dans ses propositions? Écoutez, je crois que dans la période de crise grave que nous vivons, dans laquelle des efforts sont demandés, considérables, sont demandés aux Français, en particulier aux plus modestes et aux classes moyennes, qui ont dû subir ces dernières années la création de 24 nouvelles taxes et l'augmentation d'une vingtaine d'autres encore, en particulier les taxes sur les mutuelles, qui font que des millions de Français aujourd'hui hésitent ou ne peuvent plus se faire soigner à cause de l'augmentation des tarifs des mutuelles. Je trouve qu'en dans une situation comme ça, ceux qui ont la chance, le talent certainement, bien sûr, mais la chance de gagner plus d'1 million d'euros, devraient pouvoir dire nous apportons notre contribution. Voilà. Certains disent que c'est la mort du foot français, c'est pas un problème pour le PS, c'est un sport populaire. Non, mais, même François Bayrou est contre cette proposition. Même François Bayrou, c'est son droit. Bon, on parle des footballeurs, mais pour aussi des militants politiques. Non, mais attendez. Bon, ce qu'il faut quand même dire, pour vos auditeurs qui sont d'ailleurs très avertis, c'est que nous avons un impôt sur le revenu qui est en principe progressif et qui en réalité est dégressif en France. C'est-à-dire que plus on gagne d'argent et moins en moyenne on paye d'impôts. Voilà. Alors les taxations à 75%, c'est pas sur l'ensemble des revenus, c'est sur les sommes qui dépassent 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est 100 années de SMIC. Je pense que quand même, quelle que soit la position qu'on a dans la société, on devrait pouvoir apporter sa contribution. J'ajoute que François Hollande a fait cette proposition à la suite de l'augmentation absolument choquante et éhontée de 34% en moyenne, des rémunérations des dirigeants du CAC 40. Vous vous rendez compte? Ça fait en moyenne 4 millions d'euros pour chacun. C'est quand même, ça fait plusieurs centaines d'années de SMIC. Donc il y a, si vous voulez, dans ces situations, je crois que, sans vouloir encore une fois dénier à quiconque le droit de gagner beaucoup d'argent. Oui, parce que François Bayrou dit ça met à mal la méritocratie, ça empêche à des gens qui ne sont pas bien nés de faire fortune. Enfin, soyons sérieux, jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu comme tout le monde. Il faut quand même pas. Le taux moyen d'imposition est de 20%. Voilà, des revenus aujourd'hui. Alors, franchement, il est plus élevé proportionnellement pour les revenus les plus bas. Elisabeth Guigou, vos amis européens, et vous connaissez bien, vous étiez en déplacement à Londres avec François Hollande, vous connaissez bien l'Allemagne également. Vos amis européens s'inquiètent, ils disent qu'il y a peut-être un double discours, c'est l'ennemi des finances, l'ennemi de la finance en France, et puis quand il arrive en Angleterre, il dit attention, non, je ne suis pas dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas un double discours? D'ailleurs, vos amis du SPD allemand s'inquiètent. Écoutez, moi j'étais avec François Hollande à Londres, il a été très clair. Il a dit, il y a une finance qui est extrêmement utile, c'est celle qui finance l'économie réelle, et puis il y a une finance folle
qui nous a menés dans le mur, qui a failli faire capoter l'ensemble du système financier mondial. Cette finance-là, il faut la réguler, il faut interdire les produits financiers les plus dangereux, il faut taxer les opérations qui ne sont que de la spéculation, qui n'ont rien à voir avec l'investissement et l'économie, et l'investissement et les entreprises, le financement des entreprises et des particuliers. Donc il a fait une séparation très très claire. C'est d'ailleurs ce que font les Britanniques. Le rapport Vickers préconise de séparer les activités de banque commerciale qui financent l'économie des activités purement financières et spéculatives. Mais les Allemands sont plus circonspects, peut-être les Anglais, mais les Allemands en tout cas, cette ont l'air taxe de 75% ne fait pas forcément consensus. Non, mais là, on est sur un autre thème. Mais si on reprend la taxe 75%, le SPD allemand réagit pas trop. Enfin, écoutez, nous espérons, vous savez, il y a eu une période dans l'histoire, avant le début des années 80, c'est-à-dire avant l'ère Thatcher-Reagan, dans laquelle on avait un impôt sur le revenu en Europe, partout, d'ailleurs aussi aux États-Unis, qui était, aux États-Unis c'était 80%, alors vous voyez, et nous espérons que nous allons pouvoir initier... Parce qu'il faut une convergence en Europe. Nous allons pouvoir initier en Europe une convergence, non pas à la baisse, vers un dumping fiscal et social qui fait énormément de mal à l'Europe, qui donne l'impression que l'Europe, d'ailleurs, n'a plus aucun contact, et je le déplore en tant qu'Européenne convaincue, c'est une Europe qui se fait du mal par rapport aux citoyens, que nous allons pouvoir organiser une convergence vers le haut. Alors il ne s'agit pas d'organiser un matraquage fiscal, il s'agit de dire, écoutez, jusqu'à 1 million d'euros, franchement ça rémunère correctement le talent, 1 million d'euros par an. Ça rémunère correctement le talent, l'écart ne cesse de s'agrandir, donc une rémunération de 100 SMIC, c'est peut-être quand même suffisant. Alors nous espérons initier un débat en ce sens en Europe. Après, évidemment, chaque pays fait ce qu'il a. Revenons en France et notamment au discours qu'a tenu, le meeting qu'a tenu François Hollande hier à Lyon. Il a parlé de ce fameux bouton vote utile déjà. Pourquoi est-ce que vous utilisez cette formule du vote utile si tôt dans la campagne? Est-ce que c'est une peur de la remontée de Nicolas Sarkozy, voire peut-être de la cote de M. Mélenchon qui est en train de monter? Non, mais ce que nous espérons, c'est qu'il puisse y avoir une vraie dynamique qui se confirme au premier tour. Pour l'instant, vous savez, nous regardons les sondages avec circonspection. Voilà. Les sondages, c'est une photographie à un moment donné, on sait tout ça. Ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument que l'ensemble de la gauche se mobilise pour qu'il puisse y avoir une dynamique de premier tour qui permette véritablement une victoire nette au second. Voilà. Et François Hollande a dit ne vous dispersez pas, c'est-à-dire portez-vous sur moi dès le premier tour. Oui, mais il a raison de dire ça. Parce que nous avons eu une expérience douloureuse, 2002. Très douloureuse, en 2002. Et qu'il ne faudrait pas, parce que les sondages sont très favorables, tant mieux, nous préférons ça à la situation inverse évidemment, mais il ne faudrait pas en effet que le peuple de gauche, comme nous disons, se démobilise. Donc voilà, c'est un appel à la responsabilité, à la mobilisation en disant attention, les sondages, ce n'est pas l'élection, ce qui compte c'est le bulletin de vote le jour de l'élection. Il y a une peur au Parti Socialiste c'est déjà gagné, entre guillemets? Non, il n'y a pas de peur, il y a un appel à la responsabilité. Nous sommes très heureux de voir que les propositions de François Hollande font le débat, finalement, parce que ce sont des propositions de bon sens, d'ailleurs, et qui, je crois, sont de nature à répondre, à permettre que l'espoir revienne. Parce que quand on voit tout ce qui se passe, toutes ces entreprises qui ferment, les Français qui sont inquiets pour leur avenir, les jeunes qui se disent mais où va-t-on? Voilà, il s'agit de façon raisonnée, vraiment en ne créant pas d'illusions, de pouvoir redonner l'espoir que la France repartira du bon pied. Un dernier mot, on n'a plus beaucoup de temps. Marine Le Pen, il lui manque 48 signatures, ça vous inquiète? Pour être présente c'est toujours comme ça, donc je pense que Mme Le Pen aura ses signatures au final. Je le souhaite en tout cas. Je pense qu'elle doit être dans la confrontation électorale. Chaque fois, la famille Le Pen nous tient le même discours. Voilà. Je souhaite que Mme Le Pen soit candidate parce que depuis qu'elle est candidate, on voit très très bien l'inanité et la vacuité de ses propositions. Merci Elisabeth Guigou d'être venue ce matin sur le plateau de Public Sénat et sur Radio Classique. Très bonne journée à tous. Merci Mickaël. Au revoir.